Bonsoir Olivier Sapin, Bonsoir. vice-président d'Asso Systèmes. On va revenir évidemment sur votre présence ici. On va revenir sur les startups que vous accompagnez. Vous allez nous expliquer pourquoi vous êtes là, ce que vous apporte le CES et puis ce que vous retirez de cette collaboration assez extraordinaire avec ces jeunes pousses que vous avez amenés ici à Las Vegas. Alex, juste pour ceux qui nous rejoignent peut-être, c'est un marathon qui n'en est qu'à qui a à peine commencé, moitié, presque. on va dire. On est déjà très fatigué. Voilà, on va vous rappeler le principe. On est ensemble pour 24 heures non-stop. Ça a commencé ce soir, heure de Paris, enfin hier soir plutôt, parce qu'on va se prendre les pieds un peu dans le décalage horaire, mais ça a commencé à 19 h. Et donc vous pouvez suivre cette spéciale jusqu'à 19 h ce soir, ce vendredi soir. Heure française. Évidemment, plein de rendez-vous jusqu'à ce soir avec des invités prestigieux. On va continuer de se concentrer sur les startups, évidemment, qui sont juste en dessous de nous à l'Eureka Park. Là, il est minuit à Las Vegas, donc il y a plus grand monde en dessous, mais évidemment, les invités vont continuer de venir. Et puis, on va s'intéresser à toutes les grandes marques qui profitent du CES pour annoncer parfois des produits, des technologies, des innovations étonnantes. Et comme Watch est maintenant la chaîne de l'innovation, Alex, ça tombe bien, on est un peu chez nous aussi ici. Exactement, on est chez nous, oui, parce que c'est comme, faut le rappeler, on a déjà commis cette chose des 24 heures l'année dernière, et puis ça fait quand même quelques années qu'on couvre le CES avec Watch, donc comme tu dis, on est un peu chez nous sur ce plateau. Absolument. Alors on va commencer cette matinée heure française avec vous, Olivier Sapin. Dassault Systèmes, peut-être qu'on va faire un tout petit peu de pédagogie. Dassault, c'est évidemment un grand nom de l'aviation qui parle à tout le monde. Dassault Systèmes, par rapport à Dassault, expliquez-nous. Vous seriez surpris de savoir qu'en fait, on travaillait plus avec les constructeurs automobiles qu'avec ceux de l'aéronautique. On travaille beaucoup avec ceux de l'aéronautique, mais on couvre 12 secteurs industriels. Donc Dassault Systèmes, c'est vrai que l'aventure a démarré avec une start-up en 81 issue de Dassault Aviation, mais maintenant on est une société à part entière, globale, qui a 16 000 collaborateurs. 17 000 Oui. 17 000. Ouais. Ça commence à... Ouais, c'est impressionnant. La croissance a été impressionnante. Et elle est... Et en fait, la motivation, c'est de faire de l'innovation avec nos clients. Comment est-ce qu'on peut définir en un mot votre métier, votre spécialité? Notre spécialité, c'est en fait de permettre à des acteurs industriels, donc on citait l'automobile, l'aéronautique, de concevoir dans des environnements virtuels tout ce qu'ils ont besoin de faire pour le développement, la simulation, la production de leurs produits, avant même qu'il y ait une réalité dans un prototype physique ou dans le produit réel. Donc c'est finalement d'anticiper, de gagner du temps, en allant encore plus vite dans la capacité à fournir des innovations aux clients. Moi, ce que j'ai envie de vous demander par rapport à ça, c'est que j'imagine que quand vous avez débuté dans les années 80, vous en étiez peut-être encore à la planche à dessin, hein, tout ça. Peut-être que je caricature ou que je me trompe complètement. Ensuite, vous êtes venu à des logiciels 3D. Aujourd'hui, c'est quoi les logiciels dont vous parlez à l'instant qui permettent d'aller plus vite? Et en fait, c'est vrai qu'on a accompagné les acteurs industriels en plusieurs révolutions. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, on est passé de la planche à dessin en environnement 3D. On a fait ce qu'on appelle la maquette numérique, c'est-à-dire voir le produit dans le monde virtuel. Et ensuite, on a évolué vers le cycle de vie du produit. C'est-à-dire pas seulement regarder la définition du produit, mais sa simulation, sa fabrication, voire le cycle de vie une fois qu'il est utilisé par le client. Et aujourd'hui, en fait, la prochaine révolution, elle est sur l'expérience. C'est pas seulement penser le produit, mais son usage. Le CES, Olivier Sapin, qu'est-ce que ça représente pour vous stratégiquement, en termes d'image aussi peut-être, et qu'est-ce que vous venez chercher à Las Vegas? Alors nous, ça fait plusieurs années qu'on est au CES. Ouais. Pour nous, c'est fantastique parce que déjà, pour nous, on fait partie de l'écosystème de tous ces secteurs industriels qui sont ici. C'est nos partenaires, nos clients. Et pour nous, être au CES, c'est vraiment montrer qu'on fait partie de cet écosystème. Et c'est au cœur de l'innovation de tous les produits qui seront conçus pour demain.
Alors, vous êtes présent sur 2 sites. Hein. Vous êtes au Convention Center, on va dire que c'est le lieu historique du CES. Vous êtes aussi présent au contact des startups. Qu'est-ce que vous venez montrer ici concrètement? Alors, on vient montrer effectivement, on est sur Convention Center au milieu des acteurs de l'automobile. Et là, on vient montrer tout ce qu'on fait de mieux, par exemple sur mon secteur qui est le transport, la mobilité. Quand on entend parler de véhicules autonomes, quand on entend parler d'électrification de véhicules, on montre comment on aide les acteurs industriels à faire toutes ces nouvelles innovations. Et puis, on est dans l'écosystème des startups, puisque finalement, les startups, c'est les grandes sociétés de demain. Et c'est souvent elles qui réussissent à faire des choses au niveau rupture que peuvent de temps en temps ne pas se permettre des grands acteurs industriels. Alors, donc c'est intéressant d'avoir les deux vues. Absolument. Alors, il y a une entité chez vous dont on n'a pas encore parlé, mais qui est très très importante ici. C'est le 3D Experience Lab. C'est justement votre accélérateur de start-up. 25 projets que vous soutenez en ce moment. Alors, Alex, hein, tu le sais, puisque tu t'es occupé de près du calage de tous nos invités. On va recevoir 3 de ces start-up un peu plus tard dans la journée. À chaque fois, ce sont des projets qui nous touchent au cœur et qui potentiellement peuvent peut-être changer nos vies. Est-ce que ça fait partie des critères qui règnent quand vous faites vos choix? Parce que j'imagine que vous recevez beaucoup de dossiers. Alors, on reçoit beaucoup de dossiers. Ce qui est amusant, c'est de voir comment on sélectionne ces dossiers. Finalement, on essaye d'avoir une approche très innovante également dans la manière dont on pilote les candidatures de ces projets et la manière dont ils sont soutenus. Et dès le départ, finalement, on fonctionne avec une plateforme de collaboration qui permet de mettre tout le monde, tous les gens qui sont potentiellement capables de dire si telle ou telle startup est candidat sur tel ou tel sujet, pour faire intervenir tout le monde, y compris notre PDG, qui lui a également le dernier mot sur le fait qu'une startup va être candidat ou pas à être dans le lab. Alors on peut prendre peut-être 2-3 exemples. On les recevra évidemment, mais Gyrolift par exemple, c'est un fauteuil pour personnes handicapées ou qui ont des problèmes moteurs, assez étonnant puisqu'il permet notamment de se tenir en position debout. C'est un projet qui, je crois, existe depuis 7 ans et grâce à vous, il est entré dans une phase d'accélération depuis quelques mois. Oui, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement dans le passé, des systèmes ou des innovations comme celle-là, le type de discipline que les gens avaient à maîtriser était assez simple et on arrivait à trouver une ou deux personnes qui arrivaient à maîtriser la chaîne complète. Maintenant, on est sur des systèmes quelque part assez complexes et on a besoin surtout de mettre les gens en réseau. Et c'est-à-dire que finalement, sur des projets comme ça, ce qu'on veut, c'est aider l'équipe elle-même, mais également les aider à trouver les bons sponsors, les bonnes expertises techniques, les bons fonds d'investissement et permettre finalement à ces startups de grandir. Alex, on a souvent vu dans le passé ici, en étant au CES, que finalement, il était parfois plus simple de rencontrer des Français à Las Vegas qu'en France. Est-ce que c'est un constat que vous faites aussi parfois ici? Quand on rentre et qu'on sort là du hall, on entend parler beaucoup français. Donc moi je trouve que c'est très, très agréable de voir la motivation, la délégation et finalement toute cette créativité et cette innovation à la française qu'on peut fournir ici. Je pense que c'est reconnu, hein. Même quand on en parle, quand j'en parle à mes collègues américains, c'est maintenant on sait que la France est la grosse délégation start-up qui vient à Vegas. Vous pensez repartir de Vegas avec un portefeuille de prospects, j'ai envie de dire, de start-up dont vous avez l'idée de pouvoir soutenir dans l'année qui vient en venant ici? Oui, bien sûr. Alors, déjà, on rencontre beaucoup des acteurs qui sont déjà nos clients. Mais en fait, on a également beaucoup de contacts avec des prospects puisqu'on investit sur des nouveaux sujets. Donc, je citais par exemple le sujet du véhicule autonome. On a annoncé un partenariat avec une société, une start-up israélienne qui s'appelle Cognata dans le domaine du véhicule autonome. On veut révolutionner la manière dont on conçoit et dont on fait la simulation des véhicules autonomes.
Aujourd'hui, il faut savoir qu'il faut 10 milliards de miles pour certifier un véhicule autonome. Et aujourd'hui, si on regarde le nombre de miles réels qui est parcouru, Ça fait 20 c'est 10 milliards de millions. kilomètres quasiment. C'est 10 millions. Ouais. Donc c'est énorme. Donc on a besoin de révolutionner la manière dont on simule ces véhicules. Et donc le partenariat qu'on a fait ce matin est pour faire cette réelle révolution du secteur. Et donc on a rencontré beaucoup de prospects aujourd'hui dans le secteur automobile pour parler de cette révolution et pour engager sur des nouveaux projets. On a vu votre stand principal, on va dire que votre présence ici concrètement, c'est combien vous êtes? Alors je ne saurais même pas dire combien, Ouais. mais je dirais une centaine. Ah oui, On est une centaine. On couvre plusieurs secteurs industriels. Effectivement, on est également avec des partenaires et des startups qu'on a. Donc, on a des startups qu'on a invitées sur le booth dont vous avez parlé ici. Et on en a également au Convention Center qui nous aide à démontrer d'autres technologies. Donc, on aime bien être accompagné par nos partenaires. C'est Alors, une manière de ouais, montrer nos solutions bien sûr. via un angle un petit peu différent. Alors, pour vous donner envie de rester avec nous, un autre exemple de start-up que vous soutenez, qui sera avec nous, Alex, dans quelques heures. Il s'agit d'ExactCure. On va dire que c'est un jumeau virtuel qui va encaisser les médicaments à votre place et qui va vous permettre de simuler leur effet sur votre organisme. J'ai entendu que c'était l'une des 10 startups choisies par la NASA pour pitcher ici cette semaine. C'est une sacrée reconnaissance déjà. Non, mais c'est une sacrée reconnaissance. Ouais. Et puis c'est génial puisque Bah oui. finalement, c'est également des sujets où on n'entendait pas d'Assosystème il y a de ça 3-4 ans. Donc maintenant, on est dans ces domaines qui sont, je dirais, complètement différents des secteurs industriels classiques. On est dans les sciences de la vie, on est sur les produits high-tech. Donc on arrive à montrer que l'innovation, tous ces environnements virtuels dont on dispose pour faire les objets complexes peuvent servir également pour concevoir des expériences dans des domaines complètement nouveaux. Il y a un autre exemple, Alex. Alors moi, ça me renvoie à mon enfance, à ma passion pour l'espace, mais c'est Zero to Infinity, c'est ce système de lanceur de satellites Je vais pas te faire Albert Ducrot. Hein. écolo. Tu pourrais, hein. Je vais pas encore. Un peu plus tard peut-être quand je serai très fatigué, mais j'ai pas encore la voix. Je l'ai croisé à Europe 1 à l'époque où j'ai commencé dans ce métier. Et Zero to Infinity, donc c'est ce système de lanceur de satellites. Alors au départ, c'est un énorme ballon à hélium qui peut faire 100 mètres de large, qui va monter à 25 km d'altitude. Et puis après, c'est une petite fusée qui va prendre le relais juste pour donner l'impulsion qui va permettre d'atteindre l'altitude d'orbite. Assez étonnant, ça peut avoir des conséquences fantastiques en cas de catastrophe naturelle par exemple, et puis dans des zones où les moyens de communication n'existent pas, où on pourrait déployer bientôt la 5G ou peut-être la téléphonie mobile là où elle n'existe pas. Et on ne va pas mobiliser une Ariane 5 pour ce type de couverture. Donc, est-ce que c'est le genre de projet qui vous fait vibrer? Non, mais non seulement ça nous fait vibrer, mais moi ce que je trouve génial, c'est qu'il n'y a plus de frontières à l'innovation. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on avait encore en tête ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et là, on a l'impression que tout est possible. Et en plus, les silos industriels classiques qu'on avait auparavant, qui sont, il y a les gens de l'automobile, il y a les gens de l'aéronautique, il y a les gens du high-tech, sont en train les barrières entre ces silos sont en train de se briser. Et finalement, on est face à un secteur où il y a des gens qui viennent de différents domaines et qui innovent sur quelque chose qui paraissait impossible encore il y a quelques mois ou quelques années. Combien de CES pour vous, Olivier, si c'est pas indiscret? 5. 5 consécutifs? Ouais, 5 consécutifs. Donc vous avez connu l'année dernière. Pourquoi? Parce que moi, je viens du monde automobile et c'est vrai que avant, les premières fois que les gens de l'automobile sont apparus au CES, on se dit mais qu'est-ce qu'ils font là? Et en fait, ils sont plutôt dans les salons auto. Et là, c'est l'inverse. Ils sont en train de bouder les salons auto et ils sont au CES parce que pour eux, ils ont envie de communiquer sur autre chose que sur le produit classique qu'ils font aujourd'hui. C'est le véhicule propre, c'est le véhicule autonome, donc c'est pour ça que c'est... Le CES a forcé le salon de Détroit à déménager en été, alors ce ne sera pas le cas cette année, mais dès l'année prochaine, Exactement. Le salon de Détroit qui a lieu normalement juste après le CES
aura lieu en janvier, notamment pour éviter justement ce percutage avec le CES. Et on risque de voir des mini CES arriver. Adossé à ces salons automobiles, je crois que Paris réfléchit là-dessus. Comme c'était le cas à Paris, c'est déjà cette année. Voilà. Mais ça va grandir encore plus, je pense. CES Unveiled avait lieu cette année en marge du salon de l'auto à Paris, et on y était d'ailleurs, Benjamin. on a couvert l'ouverture. Olivier, quand même, par rapport à l'an dernier, on était un peu dans l'euphorie de l'élection d'Emmanuel Macron. Là, on arrive ici à Las Vegas. En ayant quand même un peu la gueule de bois en France avec les gilets jaunes. Bon, voilà, la fin de l'année a été un peu compliquée, un peu tendue. Comment vous ressentez ce climat? Une forme de contradiction quand même pour certains à être ici alors qu'en France, voilà, c'est compliqué. Je pense que tout bouge très vite, donc effectivement de toute manière, ce qui nous arrive dans nos vies respectives et la vitesse où toutes ces innovations arrivent et changent la vie de chacun, et pas facile de percevoir, donc je pense qu'il faut rester positif et enthousiaste. Ouais. Mais bon, tout ce qu'on peut espérer, c'est que toutes les innovations qui sont créées au CES puissent bénéficier à chacun. Mais c'est vrai que ça fait du bien de venir au CES et de voir que ça aère l'esprit. Il y a une vraie innovation à la française, et de voir qu'on peut vraiment trouver notre place dans cet écosystème mondial de l'innovation. Alors, vous êtes des spécialistes de l'image. Quelles sont les technologies là, les plus récentes qui vous semblent les plus prometteuses? Parce qu'il y a eu un gros intérêt pour la VR, par exemple, et puis on a eu le sentiment que ça retombait. Et puis, comme on le verra avec Quentin, ça semble repartir. Est-ce que c'est votre sentiment aussi? Oui, c'est-à-dire qu'on a vu, quand les technologies de VR, notamment des casques qu'on a vu beaucoup il y a 3 ans, il y en avait sur tous les stands, apparaissaient. Au niveau des applications industrielles, il y a certaines applications qui ont resté un peu sur notre faim, puisque finalement, si on veut rester avec un casque de VR pendant plusieurs minutes, voir qu'on a une situation où on peut être potentiellement un petit peu malade, etc. Maintenant, je pense que c'était au début, ça, en tout cas. Oui, et maintenant les performances sont tellement bonnes qu'on arrive à avoir des applications dans tous les domaines. Hein. Donc ça peut être dans une usine, ça peut être dans une concession automobile quand vous voulez visualiser la prochaine voiture que vous allez avoir. On voit vraiment que ces domaines sont en train de percer très fort. Ce ne sont plus des buzzwords. Ce sont vraiment des applications industrielles dans tous les domaines. Donc nous, on essaye de tirer parti au maximum de ces solutions-là pour permettre à tous les ingénieurs qu'on soit des produits, voire au consommateur final, d'anticiper toutes ces innovations qui vont arriver. On parlait de VR et vous insistiez là à l'instant sur le côté effectivement application industrielle. Vous y croyez à la VR grand public? Parce que comme vous dites, on en a vu beaucoup il y a quelques années et puis les gens se sont rendus compte que ça pouvait leur tourner un peu la tête. Vous pensez qu'on va... Nous, en équipe, on travaille avec des constructeurs qui équipent l'ensemble de leurs concessions automobiles avec des solutions VR. Donc c'est une réalité. Hein. C'est une réalité et on n'est plus dans du gaming amélioré. On est sur des vraies solutions qui permettent de faire le lien entre des produits qui ne sont pas forcément disponibles et des clients qui sont là et qui sont demandeurs, qui sont très demandeurs de ces solutions-là. Merci beaucoup Olivier Sapin d'être venu sur le plateau de Watch ici au CES. On vous souhaite un très bon salon, une très bonne fin de salon. Quel enthousiasme, ça fait plaisir, vraiment. Merci beaucoup Olivier. Merci à vous et bonne chance pour la suite. Merci, on va se retrouver dans un instant Alex avec une start-up justement. A tout de suite.